Alors bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce live du mercredi, ici dans l'exposition Trésor qui célèbre les 200 ans du Muséum d'Histoire naturelle de Genève. Alors avant de démarrer ce live, j'ai deux informations à vous communiquer. La première, c'est que durant ce live, n'hésitez pas à poser vos questions, j'essaierai autant que faire se peut d'y répondre. Deuxième information, si vous cherchez d'autres informations concernant cette exposition, je vous invite tout d'abord à venir la visiter, bien évidemment. Et puis, vous avez en complément le livre qui célèbre ce 200e. Voilà, on va commencer le live. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de quelques espèces de coléoptères. Alors, les coléoptères, qu'est-ce que c'est? On va voir tout de suite sur la photo qui arrive. Les coléoptères sont des insectes. Alors, qu'est-ce qui caractérise les insectes? Très rapidement, c'est un corps en trois parties, une tête, un thorax et un abdomen, et six pattes qui sont articulées. Alors, la particularité de ces coléoptères, parmi les insectes, c'est qu'ils ont une carapace. Et cette carapace, on a des élytres. Alors, les élytres, vous le voyez sur l'image, sont identifiés. Ces élytres protègent les ailes membraneuses qui servent au vol et qui se trouvent dessous. Alors on va passer tout de suite à la première espèce que j'ai choisi de vous montrer aujourd'hui. Premier coléoptère, alors les coléoptères, il faut savoir qu'on les appelle aussi des scarabées dans le langage courant. Alors cette première espèce s'appelle Emus hirtus. C'est un staphylin de la famille des Staphylinidae. Alors comme vous pouvez le voir, ce coléoptère, il a une particularité aussi. La première, c'est que son pelage, parce qu'il est poilu, arbore les mêmes couleurs qu'un bourdon. On le voit, il y a un jaune très doré et du noir, et c'est vrai que de loin, on pourrait le prendre pour un bourdon. Autre particularité, je viens de vous dire que les coléoptères avaient des élytres, et ces élytres sont censés recouvrir l'intégralité de l'abdomen des espèces. Et bien chez les staphylins, vous pouvez remarquer sur la photo que les élytres sont tronqués. Vous pouvez le voir sur la photo suivante, on voit très bien finalement que ces élytres ne recouvrent pas l'ensemble de l'abdomen. Voilà. Alors ce staphylin bourdon, c'est un animal qui a une autre particularité, on peut le voir tout de suite sur la photo suivante, c'est que grâce à ces élytres qui ne recouvrent pas entièrement l'abdomen, Tommy, merci, eh bien on peut voir que l'abdomen peut se recourber, un petit peu à l'image en fait des scorpions qui recourbent leur queue devant eux pour piquer. Alors il faut savoir que le staphylin n'a pas de venin, mais par contre, au bout de son abdomen, il a des glandes qui permettent de diffuser un liquide nauséabond pour éloigner ses prédateurs. Alors cet insecte, on va le voir également dans la photo suivante, vit sur les bouses de vache, dans les grandes prairies à bétail. Alors il faut savoir que le staphylin bourdon ne se nourrit pas de bouses, mais il se nourrit des asticots de mouches qui se trouvent à l'intérieur des bouses. Alors c'est un carnassier. Cet animal est menacé pour plusieurs raisons. Déjà, la première chose, c'est la fragmentation des habitats. Autre chose, c'est le surpâturage avec beaucoup trop d'animaux à l'hectare, généralement dans les prairies. Mais la menace principale, c'est le fait de donner des produits phytosanitaires au bétail, ce qu'on appelle plus vulgairement des vermifuges. Alors il faut savoir que le staphylin ne mange pas la bouse de vache qui peut être contaminée par les vermifuges qui sont rémanents. Lorsque la vache est traitée, on retrouve ces produits phytosanitaires dans ses excréments. Ces excréments sont mangés par les asticots de mouches. Il faut savoir que les mouches ont un cycle de reproduction qui est très rapide et s'adaptent très rapidement également aux produits phytosanitaires. Ce qui fait que la mouche très rapidement et ses larves s'adaptent à ces produits. Ce qui n'est pas le cas du staphylin qui lui va manger les asticots qui eux seront contaminés. Et c'est comme ça qu'on arrive aujourd'hui avec un insecte qui est devenu très rare à l'échelle de la France et de l'Europe, et particulièrement ici dans le bassin genevois. Alors il faut savoir qu'on n'a pas eu de nouvelles de cette espèce depuis près de 60 ans à Genève. Les dernières populations connues dans le bassin genevois, c'était dans les années 90, dans le département de l'Ain, et tout récemment, il y a quelques jours en fait, l'espèce a été découverte en Haute-Savoie, dans une grande prairie avec peu d'animaux, comme je vous disais tout à l'heure, et certainement peu traitée au vermifuge. Alors,
en quoi cette espèce elle est intéressante pour nous? Alors déjà, il faut savoir qu'elle est un petit peu le reflet d'anciennes pratiques agricoles en comparaison plutôt avec l'agriculture moderne. Et puis surtout, le fait de manger des asticots eh bien, permet de réguler ces populations de mouches. Et il faut savoir que ces populations de mouches, eh bien, évidemment, elles sont porteuses de maladies ou vecteurs de maladies, soit pour le bétail, soit pour l'homme. Alors ici, sur la vidéo, vous pouvez voir une particularité de cet animal, c'est qu'il a des poils hydrofuges, ce qui lui permet de circuler dans les bousses de vache, un élément liquide, tout en conservant en fait des poils tout à fait propres. On va passer à la seconde espèce. On va rester chez les staphylins. Alors, précédemment, Emusyrtus, on était sur une espèce qui mesurait à peu près 2,5 cm. Ici, on est à une autre échelle. On est plutôt à 2,5 mm. Alors, la particularité de la Paraleptusa genavensis, c'est que c'est une espèce qu'on appelle endémique, c'est-à-dire qu'elle n'existe qu'ici, à Genève. Alors, c'est un animal, comme vous pouvez le voir dans la photo suivante, qui vit sur les berges des cours d'eau naturels qui n'ont pas été trop impactés ou modifiés par l'homme. Alors c'est un animal qui aime plutôt les milieux humides, qui est prédateur, qui va chasser des micro-organismes, et on va le retrouver finalement dans tous les débris de végétaux qui sont s'entasser sur les berges ou au pied des arbustes. Alors il faut savoir que cet animal a donc été trouvé une seule fois à Genève, le 17 mai 1961. Donc aujourd'hui, à 2 jours près, on célèbre un triste anniversaire, j'ai envie de dire, puisque ça fait 60 ans pratiquement que l'insecte n'a pas été revu ici à Genève. Et pourtant, c'est un insecte qui a une importance, puisque finalement, vu sa taille, il est un petit peu le symbole de cette diversité des insectes qu'on ne voit pas et qui pourtant sont très importants. L'insecte vit dans la terre, dans le sol, entre 20 et 60 cm, et pour le trouver, eh bien, il faut creuser, il faut aller chercher cet animal. Et même si on ne l'a vu qu'une seule fois à Genève, ne croyez pas que les scientifiques sont restés les bras croisés. En effet, durant toutes ces années, il y a plusieurs dizaines de scientifiques, il y a même eu un congrès spécial sur cette espèce ici à Genève où 40 spécialistes des staphylins sont venus pour essayer de retrouver l'espèce, malheureusement sans succès. Alors il y a une légende qui court dans les couloirs du muséum qui voudrait qu'il y ait un deuxième exemplaire qui ait été trouvé peu de temps après la première capture. C'est un exemplaire que nous n'avons pas dans nos collections et qui visiblement n'a jamais été vu. Donc on compte sur la relève peut-être pour retrouver à nouveau ce coléoptère emblématique du canton de Genève. Alors on va passer à la troisième espèce. Ah oui, question. Oui, une question de Daniel. Est-ce que le staphylocoque doré que l'on rencontre dans les hôpitaux a quelque chose à voir avec ces insectes? Rien du tout. C'est pas du tout la même chose. Staphylocoque doré, on est sur une maladie, évidemment. Et là, on est sur des organismes quand même qui sont d'une taille un peu différente. Mais c'est vrai que le nom se rapproche. Ça n'a rien à voir. Merci. D'autres questions? On passe à la suite? Parfait. Alors, vous voyez ici un coléoptère, encore une fois, qu'on appelle Osmoderma eremita. En langage vernaculaire, on l'appelle le pic-prune ou l'ermite à peau odorante. Alors je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Ce coléoptère est une cétoine. Vous connaissez les cétoines, j'en suis sûr, puisque vous en avez toutes et tous, si vous avez la chance d'avoir un balcon ou un jardin, c'est ce fameux hanneton des roses. C'est un coléoptère qui ressemble donc à notre osmoderme, mais qui est de couleur vert brillant. Et on retrouve souvent les larves dans les pots de fleurs ou dans le terreau. Alors vous allez voir à quoi ressemble une larve de cétoine. Tony, voilà. Donc c'est un gros ver blanc. Souvent on les confond avec les vers de hanneton, les vers de hanneton qu'on considère encore aujourd'hui comme des animaux potentiellement nuisibles, ce qui n'est pas le cas des larves de cétoine. Les larves de cétoine participent à la fabrication du compost. Donc si vous avez des larves dans votre terreau, il faut savoir que c'est l'ami du jardinier. Alors ces larves, et plus particulièrement l'osmoderme, lui, a une écologie complètement différente des cétoines qu'on a l'habitude de voir au quotidien. C'est la plus grande cétoine de Suisse, mais c'est un animal qui est extrêmement discret. Là où les autres cétoines se contentent de terreaux dans votre jardin, dans vos pots de fleurs, Osmoderma eremita, lui,
habite également dans le terreau, mais le terreau des grandes cavités des très vieux arbres. Des très vieux arbres qui autrefois se trouvaient dans les forêts naturelles ou les forêts primaires qui n'existent plus aujourd'hui en Europe. Alors, ça ne veut pas dire que cet os moderne a complètement disparu, mais presque. Je vais vous expliquer pourquoi. Au début des années, on va dire plutôt vers l'époque romaine, a commencé l'émergence des bocages. Alors les bocages, c'est quoi? C'est une manière finalement de séparer les parcelles agricoles avec des haies. Et dans ces haies, on intégrait des arbres qu'on taillait très régulièrement. Déjà pour pas qu'ils deviennent trop hauts, et cette taille et ce bois coupé nous servaient de bois de chauffage. Et ces haies avec ces arbres, étaient très intéressantes parce qu'elles permettaient finalement de protéger du vent ou des intempéries à la fois les cultures ou le bétail. Lorsque vous taillez des arbres comme ça régulièrement, il y a un processus qui se met en place chez l'arbre et qui fait qu'il fabrique une cavité très rapidement. Dans la nature, il faut à peu près 200 ans pour qu'une cavité d'arbre se forme de manière naturelle. Lorsque vous avez une branche, par exemple, qui tombe suite à un coup de vent, par exemple, ou une intempérie, alors que lorsque vous taillez les arbres, en 60-70 ans à peu près, vous avez une cavité qui se forme. L'os moderne, voyant ça, s'est dit, je vais partir dans mon habitat naturel pour aller dans ce bocage qui m'est beaucoup plus favorable. Parce que là, on avait beaucoup d'arbres dans ce périmètre. Il faut savoir que l'os moderne est d'un très mauvais voilier. Il a des ailes, il peut voler, mais il est un petit peu feignant, il n'a pas forcément envie de se déplacer. Donc là, dans le bocage, il trouvait à proximité des cavités qui étaient très intéressantes pour lui. Est arrivée ensuite l'agriculture moderne avec la mécanisation. Et malheureusement, ces parcelles étaient de trop petite taille pour permettre aux tracteurs, par exemple, d'effectuer un travail plus facilement. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons commencé à supprimer le bocage. Et en supprimant le bocage, finalement, on a supprimé quasiment l'intégralité des populations d'os modernes à l'échelle européenne. Par chance, à Genève, on a cette tradition d'avoir des vieux arbres qui eux aussi avaient été plantés à l'époque romaine, et l'os moderne a pu trouver refuge dans ces habitats. Nous ne connaissons actuellement plus que 3 populations. Alors, pour éviter que l'espèce s'éteigne, le canton a mis en place une mesure d'urgence et nous avons fabriqué des gîtes de remplacement, de substitution pour que l'espèce puisse perdurer dans la nature. Dernier fait marquant par rapport à cette espèce, on l'appelle donc l'hermite à peau odorante. Hermite parce qu'il ne sort jamais de sa cavité, et peau odorante tout simplement parce qu'il fait partie de ces rares insectes qui, chez les mâles, sont capables de diffuser une hormone sexuelle, une phéromone sexuelle, que l'humain peut sentir, peut capter avec notre nez et qui se rapproche généralement de l'essence de rose. Alors, on va passer à l'espèce suivante. Alors ici, on a un scarabée, le scarabée sacré. Alors il faut savoir que cette espèce ne se trouve pas à Genève, elle est plutôt répandue dans la région méditerranéenne, bien qu'aujourd'hui, par exemple en France, elle soit devenue vraiment très rare. Là encore une fois, on est sur un animal qu'on appelle un bousier. Alors pourquoi un bousier? Tout simplement parce que lui, contrairement au staphylin bourdon, se nourrit directement des bousses de vache. Alors, ce scarabée sacré, évidemment, lui a été impacté très directement par les produits phytosanitaires. Et les populations ont vraiment décliné depuis 50 à 60 ans. Il faut savoir que cette espèce est très intéressante, à l'image de tous les autres bousiers, puisque c'est un animal qui façonne des boulettes de bouse qu'il va aller enterrer, dans laquelle il va pondre un œuf. Et lorsque cet œuf va éclore, la larve va se nourrir de cette bouse de vache, de cette boulette de bouse de vache. Alors en quoi c'est intéressant? Déjà, premièrement, ça va permettre de nettoyer les sols des bousses de vache, et puis ça va nourrir les sols, puisqu'en enterrant la bouse de vache, premièrement, on va aérer le sol, et secondement, on va lui apporter directement des nutriments. Alors il faut savoir que ce scarabée est connu depuis l'Égypte ancienne, et même probablement avant,
puisqu'il était vénéré, et notamment dans la façon qu'il avait de rouler des boules de bouse de vache et de les enterrer dans le sol, puisque les Égyptiens voyaient en ce scarabée finalement la forme du soleil qui se levait et se couchait le soir. Alors cet insecte, on l'a dit, était très important puisque c'est un bousier et qu'il contribue au recyclage des bouses de vache. Alors il faut savoir, il y a une anecdote plutôt intéressante. Il y a début du 19e, je vais reprendre mes notes, je vais être sûr de ne pas vous dire de bêtises. Non, c'est dès le 18e. Les colons anglais ont commencé à amener massivement du bétail depuis l'Europe. Ce qui s'est passé, c'est qu'en Australie, nous avons des bousiers, il y a à peu près 200 espèces de bousiers en Australie, mais ce sont des animaux qui sont plutôt habitués à manger des excréments qui sont durs et secs. Là, on leur amène un animal qui produit des excréments qui sont liquides et mous. Autant vous dire que ça ne les a pas du tout intéressés. Ce qui fait qu'en quelques années, on s'est retrouvé avec des pâturages infestés de bouses de vache et plus personne pour dégrader, pour transformer ces bouses de vache. Il a fallu trouver une solution, puisque si on laisse les bouses de vache comme ça, déjà il faut plus d'1 an pour que la pluie et le vent les dégradent, mais surtout c'est un nid pour la prolifération des mouches. Et ces mêmes mouches sont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des vecteurs de maladies pour le bétail. Alors l'action qui a été trouvée, c'est un projet qu'on a surnommé le projet Bousier, a consisté à faire des élevages de bousiers européens qui eux étaient adaptés aux excréments des vaches et à essayer de les acclimater en Australie. Il faut savoir que ce projet a connu plus ou moins de succès puisque évidemment le climat australien n'est pas le même que le climat européen. Il y a quelques espèces qui se sont acclimatées, bien qu'aujourd'hui le problème soit partiellement endigué. Il y a toujours une problématique parce qu'il faut savoir qu'il y a à peu près 400 millions de tonnes d'excréments qui sont produits chaque jour par le bétail en Australie. Juste, est-ce qu'on a des questions? Pas de questions. C'est que je dois être très clair. Dernière espèce, je vais vous parler du titan. Alors le titan, qu'on appelle en latin Titanus giganteus, est une espèce qu'on trouve dans les forêts pluviales d'Amérique du Sud. On ne trouve pas cet insecte sous nos latitudes. Il est considéré comme le plus grand coléoptère du monde. Il y a des signalements de l'espèce avec des tailles dépassant les 20 cm, voire 25 cm. Alors il faut savoir que l'individu le plus grand qu'on connaisse mesure près de 17 cm, ce qui est déjà énorme, mais qui ne correspond pas non plus à la légende qui est mise en place autour de cet animal. Alors cet animal est très intéressant parce que finalement, bien qu'il soit très gros, très grand, eh bien on ne le connaît presque pas. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui la déforestation intensive, vous le savez, en Amazonie, et lorsque cette déforestation a débuté, c'est à partir de là qu'on a pu s'apercevoir que finalement le titan n'était pas un animal si rare que ça. En effet, aujourd'hui, si vous voulez observer le titan avec une lampe, eh bien vous pouvez facilement attirer les mâles, sachant que les femelles ne sont pas attirées par les lumières. Là où c'est intéressant, c'est qu'on ne connaît ni la larve, ni l'arbre sur lequel ce coléoptère se développe. Là encore, il y a plusieurs légendes qui tournent autour de cet animal. La première, c'est que bientôt, toutes les années, on nous annonce en fait la découverte de la larve, ce qui n'a jamais pu être formalisé aujourd'hui. Mais surtout, on nous dit, en tout cas, vous pouvez retrouver dans des anciens livres d'entomologie, toute une légende autour de cet animal qui nous dit que finalement, les premiers individus vivants auraient été trouvés au début 1900, lorsque effectivement la déforestation, ou en tout cas l'exploitation un peu plus intensive de cette forêt amazonienne aurait débuté, puisque l'animal est réputé pour vivre au cœur de cette forêt amazonienne. Alors on disait que les premiers exemplaires étaient trouvés dans l'estomac des très grands poissons du fleuve Amazone, et qu'il aurait fallu plus de 50 ans pour trouver les premiers exemplaires vivants en nature. Alors, je ne sais pas si c'est un mythe ou si c'est la réalité.
En tout cas, sachez qu'aujourd'hui, ce Titanus giganteus est également protégé puisqu'il y a une limite à sa capture, notamment en Guyane française. Autrefois, c'était un animal qu'on retrouvait très souvent sur les bourses aux insectes, à tel point que l'espèce était menacée de surcollecte. Donc aujourd'hui, vous avez toujours le droit de collecter cette espèce si vous vous rendez en Guyane française. Par contre, vous serez limité à un seul individu et personnellement, je vous dirais que observer l'insecte en nature, c'est toujours plus agréable plutôt que de le collecter et de le mettre dans une boîte entomologique, sauf éventuellement à des fins scientifiques. Voilà. Est-ce que nous avons des questions pour conclure ce live? Pas de questions. Parfait. Alors je me propose de vous remercier. Je vous rappelle que ce live sera ensuite disponible sur YouTube. Je vous invite à venir dans l'exposition. Vous allez y découvrir, j'imagine, plein de secrets autour de ces objets qui sont conservés ici au Muséum d'Histoire Naturelle. Et je vous renvoie sur l'ouvrage du 200e qui est disponible ici à la boutique du Muséum. Je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir.